de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en Angola ce lundi 5 janvier 2026 où il a eu un échange avec son homologue angolais, Joao Lourenço, autour du processus de paix en République démocratique du Congo. Suivez. De quelques sujets, principalement celui concernant la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, à son initiative, je suis venu. Nous avons eu une discussion très très intéressante. Et comme vous le savez, il est, en plus d'être président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine. Et à ce titre, il y a à la base plusieurs initiatives de paix dans mon pays, ce qui me touche beaucoup d'ailleurs. Et là encore, toujours dans son souci de vouloir cette paix, il m'a fait certaines propositions que j'ai trouvées très très intéressantes et qui, j'espère, vont nous permettre d'avancer sur le plan de la paix en République démocratique du Congo. Pour le moment, je préfère ne pas en dire plus si vous comprenez ce que je veux dire. Merci, mesdames et messieurs. De nouvelles plaques en République démocratique du Congo font l'objet d'une polémique dans les rues de Kinshasa. Qu'en est-il de cette nouveauté? La réponse dans cet élément que nous vous proposons. Le lancement de la nouvelle plaque d'immatriculation ne concerne pas les véhicules déjà immatriculés et en circulation à travers le pays. L'opération cible en premier lieu tout véhicule destiné à entrer en circulation pour la première fois en RDC, c'est-à-dire tout véhicule non encore immatriculé. Ainsi, il y aura coexistence légale de deux types de plaques d'immatriculation jusqu'au lancement du processus de mise en conformité. La nouvelle plaque d'immatriculation moderne tient notamment compte de la codification internationale de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas le cas de l'actuelle plaque. Elle est en outre dotée d'un dispositif de sécurité et de lecture des données d'identification du véhicule et de son propriétaire, données stockées dans une base centralisée. L'ensemble des spécificités techniques de cette nouvelle plaque est en instance d'entérinement par décret du Premier ministre afin de produire ses effets. Le lancement de la nouvelle plaque d'immatriculation vise également à opérer la mise en conformité, c'est-à-dire le remplacement de l'ancienne plaque par la nouvelle, conforme aux standards internationaux, à des coûts réduits fixés par l'arrêté ministériel y afférent, et à lutter contre la prolifération des fausses plaques minéralogiques émises en dehors du système intégré de la Direction générale des impôts. À partir de fin décembre 2026, les propriétaires de véhicules encore munis de l'ancienne plaque d'immatriculation seront appelés à se rendre à la DGI pour se soumettre au processus de mise en conformité. Il ne s'agira pas de réimmatriculer des véhicules, chose proscrite par l'article 59.2 du Code de la route, mais du changement simple de la plaque d'immatriculation, tout en maintenant les éléments enregistrés lors de l'immatriculation initiale. Ce processus permettra au gouvernement de détecter les fausses plaques avec pour conséquence l'imposition des pénalités pour fraude et violation des textes légaux et réglementaires, ainsi que l'obligation de procéder à une première immatriculation légale du véhicule. Si la plaque a été obtenue légalement, le propriétaire du véhicule ne payera que le coût réduit prévu pour la mise en conformité. Pour le gouvernement, comme l'a indiqué le directeur général de la DGI, il s'agit d'améliorer la sécurité des automobilistes, d'harmoniser le système national d'immatriculation des véhicules et de faciliter le contrôle routier par le service de la police. Le monde célèbre chaque 6 janvier la journée mondiale des orphelins des guerres, une date profondément humaine qui nous invite à tourner nos regards vers des millions d'enfants marqués à jamais par les conflits armés.
La guerre ne détruit pas seulement les villes et des nations, elle brise aussi des enfants. Derrière chaque orphelin de guerre se cache une histoire de douleur, de perte et souvent de silence. Beaucoup d'entre eux grandissent dans la précarité, privés d'éducation, de soins et parfois même d'identité. Pourtant, malgré ces épreuves, elles restent porteurs d'espoir et de résilience. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la communauté internationale, d'encourager la solidarité et de rappeler la responsabilité collective de protéger les enfants, surtout en temps de conflit. Elle nous appelle à agir concrètement, soutenir les organisations humanitaires, promouvoir la paix, défendre le droit de l'enfant et offrir à ces jeunes un avenir digne. En cette journée mondiale des orphelins de guerre, rappelons-nous que chaque enfant a droit à la sécurité, à l'amour et à un avenir meilleur. Ensemble, élevons nos voix pour ceux qui n'en ont pas et travaillons à bâtir un monde où plus aucun enfant ne sera victime des conséquences de la guerre. Autre chose à présent, la province de l'Ituri, consacrée entre le main de Dieu des armées à Bunia, les confessions religieuses, les autorités militaires et civiles se sont réunies autour d'un culte œcuménique pour implorer la paix, l'unité et la restauration de l'autorité de l'État. Regardez. Ituri pona nani? Bunia pona nani? Pona Yesu. Placé sous les thèmes, la 4e dimension de prière pour dédier l'Ituri à Dieu. Là maintenant, on va prier pour le pays. Seigneur, nous croyons que cette année est l'année de la délivrance de la République démocratique du Congo. Cette grande rencontre a mobilisé pasteurs, prêtres, imams, fidèles venus de divers horizons avec le soutien de l'administration militaire et la réserve armée de la défense. Louanges, intercessions et invocations ont rythmé cette journée, placée sous le sceau de l'unité. Un seul message à traverser les prières, unir les cœurs pour reconstruire l'Ituri, penser les blessures du passé et bâtir un avenir de paix. Et ici, nous prions, c'est pour la restauration de l'autorité de l'État. Et dès l'unité entre nous les Ituriens, que nous puissions être un. Et troisièmement, nous déclarons la fin de la guerre. Présents à cette cérémonie, les représentants du chef de l'État, le prophète Paul Fulgence Nkusu, a salué une dynamique qu'il juge conforme à la vision du président de la République. J'ai toujours été aux côtés du peuple de l'Est. Ce soir, la lumière est venue chasser le ténèbre. Peu importe le temps que le ténèbre aille à régner ici à Bunia, Dieu est venu avec la lumière pour chasser le ténèbre. Tout ce que Ituri a vécu dans les années antérieures, des tueries, des morts, des attaques, c'est resté en 2025 au nom de Jésus-Christ. Bien plus qu'un simple moment de prière, cette cérémonie traduit l'adhésion profonde de communautés ituriennes à la vision présidentielle de pacification de l'Est et de la RDC. Une dynamique locale également portée avec détermination par le lieutenant-général Boulan Kachama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri, dont les actions continuent de redonner espoir aux populations. Une brève dans cette édition. Le gouvernement congolais a partiellement levé, sous condition, la suspension des activités minières dans le secteur du cuivre et du cobalt au Lualaba. La décision annoncée le 5 janvier 2026 par le ministre de Mines Louatoum Kabamba fait suite à une mission de contrôle ayant révélé de nombreuses irrégularités. Seuls les sites de traitement situés dans le Lualaba sont autorisés à répondre de façon temporaire. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Au Kasaï central, le gouvernement provincial lance un vaste projet communautaire financé sous le fonds propre, axé sur l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'éducation. Le coup d'envoi de travaux a été donné à Lukonga par le ministre du Plan et Budget, Pierre Moutela Mukindi, au nom du gouvernement Joseph Moïse. Suivez. C'est parti avec la construction des forages, latrines publiques et écoles dans tous les 5 territoires du Kasaï central, y compris la ville de Kananga. Les travaux, entièrement financés par le gouvernement provincial que dirige Joseph Moïse Kamblonkonko, ont été lancés le week-end dernier à partir du village Mutumba dans la commune de Lukonga par Pierre Moutela Mukendi, ministre provincial du plan au nom du gouverneur de province.
10 forages, 10 latrines publiques, voilà le paquet d'infrastructures qui seront opérationnels pour aider la population à avoir accès aux services sociaux des bases. Ce projet de l'exécutif provincial a été salué de vive voix par les habitants de Mutumba, comme l'exprime ici leur chef de village. C'est un grand jour pour nous. Nous faisions des distances pour avoir de l'eau alors que nous avons une forte population. Nous remercions infiniment le gouvernement provincial du Kassai central que dirige Joseph Moïse Kambourou. Des entreprises sélectionnées conformément aux lois et principes de passation des marchés publics ont reçu des fonds pour le début des travaux, explique le ministre Moutela, qui réitère le ferme engagement de l'exécutif provincial à répondre aux desiderata de la population. Par rapport au budget pour l'exercice 2025, vous savez, la procédure de passation des marchés prend beaucoup de temps. Nous sommes maintenant à l'étape de construction de ces ouvrages. C'est que le premier lot concerne 10 forages, le deuxième lot concerne 10 latrines et le troisième lot concerne 10 écoles primaires. Vous savez, l'administration Kamboulou ne fait pas trop de bruit, mais passe directement à l'acte. On est passé par Mutumba, on est venu à Mikomo, où on a commencé notre forage. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de quelques élus provinciaux, population enthousiasmée, ainsi que des leaders communautaires de la Côte. À l'international, le feuilleton Trump-Maduro ne cesse d'alimenter la scène internationale avec des réactions qui fusent de partout. Cet élément de votre rédaction nous en dit plus. La scène internationale a été bouleversée par l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro ainsi que son épouse, une arrestation conçue et exécutée par l'administration Trump. Cet acte qui viole les principes directeurs de la Charte des Nations Unies fait couler encre et salive dans les différents salons diplomatiques sous-régionaux. Les réactions se multiplient. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere. This is where we live, and we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah, for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world. Tout d'abord, je pense qu'il faut prendre au sérieux le président américain lorsqu'il dit vouloir le Groenland. Mais je tiens également à préciser que si les États-Unis décident d'attaquer militairement un autre pays membre de l'OTAN, tout s'arrête. Cela inclut notre alliance atlantique et donc la sécurité qui nous est garantie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au regard de cette réalité, plusieurs questions se posent sur le respect de la souveraineté des États et du droit international. Toujours dans le même chapitre, dans la capitale vénézuélienne, la vie reprend lentement sur fond d'incertitude politique. La vice-présidente Delcy Rodriguez a été officiellement investie, tandis que Maria Corina Machado, chef de l'opposition en exil, affirme vouloir rentrer au pays dès que possible. L'alerte est donnée. En pleine nuit à Caracas, un drone vient d'être repéré, tout près du palais présidentiel. Les collectivos, ce groupe de civils armés à moto et fidèles au régime, se déploient. Des coups de feu retentissent. La tension monte d'un cran avant de retomber. Les drones identifiés sont finalement des appareils civils. Une scène qui témoigne d'un pays sous tension. Dans la capitale comme à Maracaibo, le quotidien reste profondément perturbé. Beaucoup de familles restent cloîtrées chez elles. Seuls certains commerçants se risquent peu à peu à reprendre leurs activités. Non, je n'ai pas peur. Tout le monde est calme. Les rues sont calmes. Tout semble très normal. Nous verrons bien ce qui va se passer. L'avenir est incertain et pour l'instant le régime reste au pouvoir. Il a d'ailleurs un nouveau visage. En direct à la télévision, la vice-présidente Delcy Rodriguez prête serment et ne manque pas de rappeler la situation de son mentor, Nicolás Maduro. Je viens avec douleur suite à l'enlèvement de nos 2 héros retenus en otage aux États-Unis d'Amérique. Le président Nicolás Maduro et la première combattante, la première dame de ce pays, Cilia Flores. Une nouvelle dirigeante, aussitôt critiquée par Maria Corina Machado.
La chef de l'opposition en exil s'est vue désavouée par Donald Trump pour prendre la tête du Venezuela. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Dans un entretien à la chaîne américaine Fox News, la prix Nobel de la paix a détaillé son projet politique pour le pays. Je décide chaque jour où je suis le plus utile à notre cause. C'est pourquoi je suis restée cachée pendant plus de 16 mois. Mais je compte rentrer chez moi dès que possible. Rentrer et peut-être participer à des élections présidentielles. Le président républicain de la Chambre américaine, Mike Johnson, s'est dit favorable à l'organisation d'un nouveau scrutin dans un court délai. C'est ici que prend fin ce journal, une édition d'Agam Salabia. À la technique, c'était Junior Bimba et Christian Bakabika. Quant à moi, je vous dis au revoir.